Les Grandes Évasions. Mohamed Amra, Redouane Faïd, Antonio Ferrara, Jacques Mérine, avec le service police-justice de RTL, plongé dans les récits de ces évasions spectaculaires qui ont ébranlé les systèmes judiciaires. Les Grandes Évasions, un podcast à retrouver à tout moment sur le site et l'application de RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter un crime presque parfait. Le 26 juin 2012, Claude Tavernier, 83 ans, est retrouvé gisant sur le sol de sa salle à manger, lardé d'une quarantaine de coups de couteau. Mais qui a bien pu s'en prendre à la vieille dame avant de mettre le feu à son domicile ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Anne et Martial, les enfants de Claude Tavernier, ainsi que celles des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Qu'est-ce que vous avez fait ? Cette joyeuse grand-mère qui joue avec ses nombreux petits-enfants s'appelle Claude Tavernier. À 82 ans, elle est pleine de vie et coule des jours heureux dans sa belle demeure charentaise. Mais c'est pourtant ici que la petite mamie sans défense va être sauvagement assassinée. Cette dame a été massacrée. C'est d'une violence extrême. C'est monstrueux. Ça, c'est insupportable de savoir que votre mère a été torturée de cette manière. Lorsque l'on a connaissance de ce dossier, on se dit c'est pas possible. C'est quelque chose qui est hors norme, qui est incroyable. Le Mathieu que j'ai connu, c'est un meurtrier. Il est parfaitement serein face aux enquêteurs et il joue avec eux. Tout commence le 26 juin 2012 à Barbézieux, une petite commune paisible de la Charente. Il est 21h30 lorsque Nicole Paulet, la femme de ménage de Claude Tavernier, reçoit un coup de téléphone inquiétant. Le soir du 26, je regardais la télé après dîner. J'ai été interrompue par le téléphone pour me dire qu'il se passait quelque chose chez Madame Tavernier. À l'autre bout du fil, la société qui gère le système d'alarme de la vieille dame. Maman a fait installer une alarme. C'est une alarme qui repère les mouvements et qui prévient ensuite une liste de noms préétablis pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Le système d'alarme de Madame Tavernier est en défaut. Il ne fonctionne plus, il ne répond plus. Il se passe quelque chose chez elle. Paniquée, Nicole Paulet se précipite chez sa patronne. Quand je suis arrivée dans la cour, il y avait un volet qui n'était pas et j'ai vu de la fumée. Madame Paulet, qui habite à 500 mètres, constate que la maison est en feu et elle appelle les pompiers. Je suivis donc un pompier qui est arrivé à la porte de la salle à manger. Et quand il a ouvert là, Madame Tavernier était allongée par terre et la fumée sortait de partout. Je suis partie en courant et j'ai dit « Elle est morte, elle est morte, elle est morte ». J'étais choquée. Oui, il n'y a pas de mots. Mais le pire reste à venir. Car à leur arrivée, les gendarmes découvrent que Claude Tavernier n'est pas morte dans l'incendie. On pénètre donc sur cette propriété. On découvre donc le corps de Mme Tavernier. Elle présente de nombreuses traces de coups de couteau, de type coup de couteau, au niveau pratiquement situé sur le cou. Madame Tavernier est là, ensanglantée. 32 coups de couteau dans la gorge, plus 8 dans le dos. Ces coups ont entraîné une hémorragie importante. C'est cette hémorragie qui sera donc la cause du décès de Madame Tavernier.
Et ce n'est pas tout. Avant de rendre son dernier souffle, la pauvre mamie a subi un véritable calvaire. Sur la scène de crime, on constate beaucoup de désordre. On sait qu'il y a eu une lutte entre Madame Tavernier et la personne qui a commis l'acte. Il y a à peu près 27 zones ensanglantées. Une grande trace de sang se trouve sur un volet. On a également dans la chambre à coucher Madame Tavernier, également une deuxième scène très violente. On trouve énormément de sang sur le lit, on trouve énormément de sang au sol. C'est là également, dans cette pièce, dans cette chambre, que l'on trouvera le scotch, une boule de scotch de type déménageur. Le tueur l'a bâillonné avec son rouleau de scotch. C'est d'une sauvagerie absolument inouïe. C'est la première fois que je suis confronté à une telle chose. L'homme qui a agressé et tué Madame Tavernier a fait preuve d'une violence extrême. Mais il ne semble pas avoir été très prudent. Sur la victime, nous découvrirons un ADN masculin. Visiblement, Claude Tavernier a tenté de se débattre. On trouvera plein d'ADN sous les ongles. Ce même ADN masculin sera découvert également sur son pantalon, ainsi que sur ses poignets. Aussitôt, les gendarmes informent les enfants de Claude Tavernier que leur mère vient d'être tuée dans d'abominables circonstances. Ils me disent qu'il y a eu quelque chose chez maman et que maman était morte. Perdre une mère, c'est forcément quelque chose de dramatique. Perdre une mère dans ces circonstances, forcément, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable de savoir que votre mère a été torturée, enfin, de cette manière. J'étais vraiment sous le choc. Et c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est d'une violence extrême. C'est monstrueux, c'est pas... Je me dis, comment peut-on faire ça? Une vieille dame séquestrée et assassinée, c'est du jamais vu dans ce coin tranquille de la Charente. Le lendemain, tous les habitants sont venus pour manifester leur émotion et leur solidarité à l'égard de Claude Tavernier. La ville est sous le choc. Les habitants commencent à se dire qu'il peut arriver des choses graves à Barbezieux. Après sa mort, les 300 personnes qui ont participé à la Marche Blanche, c'était évidemment une réaction à ce crime horrible, mais c'était aussi pour beaucoup un hommage à la personne qui venait d'être tuée, parce qu'ils la connaissaient, au moins de réputation. Il faut dire qu'ici, Claude Tavernier était une femme très respectée et appréciée de tous. À 82 ans, Madame Tavernier vivait depuis 40 ans dans cette maison de maître, située à l'entrée de la ville. Claude Tavernier est une riche châtelaine, même si elle habite qu'une maison bourgeoise. Mais en tout cas, elle a une très belle bâtisse, une très belle demeure. Elle vivait toute seule dans cette grande maison. Veuve de colonel, Claude Tavernier est à la tête d'une grande famille de militaires, catholiques et pratiquantes. C'est une famille presque d'aristocrates. Ils sont tous, enfin en tout cas, de grande bourgeoisie. Elle a 5 enfants. Ses fils sont également officiers militaires. Ses filles sont mariées avec des officiers militaires. Je pense qu'en 2012, on est à peu près 75 dans la famille. Oui, à peu près 75. Au moment de sa mort, Claude Tavernier est une grand-mère très entourée et attentionnée qui chouchoute ses 27 petits-enfants et ses 33 arrière-petits-enfants. Pour elle, c'est quelque chose de très important et il n'y a rien de plus précieux pour maman que de voir arriver dans sa maison ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez fait? Je reviens pas. Elle a une grande qualité d'être capable de s'émerveiller encore. Elle est très souriante, puis drôle, elle aime la vie. Elle aime la vie. Chaque été,
La tribu des taverniers se retrouve autour de la grand-mère, à l'occasion de banquets qui n'ont rien à envier au garden party de l'Élysée. Comme ici, lors de son 60e anniversaire. Bon, je voulais simplement vous dire qu'on vous aime de tout notre cœur tous, et qu'on voulait vous souhaiter tous ensemble, avec toute la famille et avec tous vos amis, du moins une grande partie, un très joyeux anniversaire. C'est pas du gâteau, pour y aller, il faut tout enjamber, c'est l'heure de la messe, faut pas la rater. Claude Tavernier est une grand-mère modèle. Et elle a une autre qualité que tout le village de Barbézieux lui reconnaît. La veuve fortunée a le cœur sur la main. C'est quelqu'un avec qui on peut se discuter, se confier. Elle s'intéresse à tout, elle s'intéresse à vous, elle s'intéresse à la famille. Une femme qui s'occupe beaucoup d'autres dans des associations comme le Secours catholique. Elle va voir les personnes seules à l'hôpital. Elle a été élevée dans un milieu plutôt aisé, mais c'est pas important. Elle a le même comportement avec les SDF qu'avec la meilleure de ses amies. On ne peut absolument pas imaginer que cette dame ait pu subir ce qu'elle a subi parce que elle n'a pas d'ennemis, elle n'a que des amis. Alors, la question hante tous les esprits. Qui pouvait en vouloir à la bienfaitrice, au point de lui asséner une 40aine de coups de couteau? Et pourquoi? Les gendarmes gèlent la scène de crime. Et en inspectant la somptueuse demeure de la victime, il y a un détail qui les interpelle. La nuit du drame, la riche veuve a été cambriolée. Dans ce hall d'entrée où il y a eu cette scène violente, on remarque de façon évidente qu'une télé a disparu, puisque les câbles sont débranchés, on voit bien qu'il y avait une présence d'un téléviseur à cet endroit-là. Et manifestement, d'autres objets ont été dérobés dans cette maison. Il y a une pendule et également une carte bancaire qui sont prises. L'objet le plus cher qui a été dérobé, c'est la pendule en bronze qui a une valeur de 10 000 € environ. Mais ce n'est pas tout. La voiture de Claude Tavernier a elle aussi disparu. On apprendra dans la nuit que ce véhicule est découvert à quelques kilomètres, incendié également. Pour les gendarmes, le scénario du crime ne fait aucun doute. C'est un cambriolage qui a sans doute mal tourné. On peut imaginer que ceux qui sont entrés dans cette maison ont pensé y trouver de l'argent. Ils ont voulu faire parler cette femme, l'ont peut-être torturée. Et la laisse mourir là. On prend les cartes bleues, on prend la pendule et la télé. Maintenant, il faut détruire toutes les traces de son passage. Et la meilleure façon de le faire, c'est l'incendie. Donc les gendarmes cherchent un cambrioleur, ou des cambrioleurs. C'est la première piste qui leur vient spontanément à l'esprit. Cette thèse est d'autant plus crédible que les gendarmes vont très vite avoir un suspect dans le collimateur. Car le véhicule de Madame Tavernier n'a pas été brûlé et abandonné n'importe où. Une série de cambriolages touche la commune à cette période-là. Des gens du voyage sont incriminés pour cette série-là. La voiture de Madame Tavernier a été retrouvée à proximité du camp des gens du voyage. Il y a un camp de manouches quasiment à l'endroit où on a retrouvé le véhicule de Madame Tavernier calciné. En faisant des rapprochements entre le vol du véhicule de Madame Tavernier et certaines personnes de cette communauté. L'attention des gendarmes est attirée tout particulièrement par un homme dont le CV fait froid dans le dos. Le suspect, il se trouve que c'est un alcoolique, héroïnomane, qu'il est connu pour des actes de violence, des vols avec violence. C'est un délinquant d'habitude, une délinquance, cambriolage, vol, quelques violences. Dans les jours qui ont suivi, donc ce 26 juin,
il est interpellé. Le manouche recherché par les gendarmes est par miracle interpellé au volant d'une voiture volée. Il est placé immédiatement en garde à vue. Et son audition ne va pas arranger ses affaires, car voici ce que l'homme déclare. Je ne suis pas bien dans ma tête depuis plusieurs jours. Je fais n'importe quoi. D'ailleurs, lorsque j'ai bu, et si on m'embête, je peux être violent. Donc ce 26 juin au soir, donc, il se trouvait sur le secteur de Barbezieux. Les gendarmes sont quasiment convaincus à cet instant, ou dès cet instant, qu'ils tiennent le coupable. Pourtant, le suspect nie les faits avec vigueur. Et la suite des investigations va totalement l'innocenter. Il a un alibi solide pour cette soirée du 26 juin qui fait qu'il ne peut pas être sur les lieux du crime au moment où Claude Tavernier est tué. Étant connu du fichier national des empreintes génétiques, la comparaison a été faite. L'ADN prélevé sur cet individu ne correspond pas à celui prélevé sous les ongles de Madame Tavernier. Cette piste est abandonnée. Les jours passent, mais toujours rien. Les enquêteurs n'ont plus aucune piste à exploiter, jusqu'à ce qu'un témoignage inattendu vienne tout relancer. Le 16 juillet 2012, 3 semaines après l'assassinat de Claude Tavernier, un gendarme se présente spontanément à la section de recherche de Poitiers. Cet homme, le voici, il s'appelle Sylvain Morin. Il est bouleversé, et pour cause. Selon lui, il a vu le meurtrier de la vieille dame. Un témoignage qui s'avérera crucial dans cette affaire nous est apporté par un collègue qui travaille à Barbezieux. Sylvain Morin a quelque chose de très intéressant à révéler aux gendarmes. Il a été le témoin d'une scène absolument incroyable. Moi, j'ai vu l'assassin avant le crime, avant qu'il ait commis son crime, ouais. Je vois l'assassin, ouais. Le soir du crime, Sylvain Morin quitte son domicile pour prendre son service à la gendarmerie de Barbezieux. Lorsque je suis arrivé à la caserne, je m'aperçois que j'ai oublié mes clés. Je fais demi-tour pour aller chercher mes clés à mon domicile. Et je repars donc en direction de la brigade motorisée. Sur la route, Sylvain Morin va passer devant le domicile de Claude Tavernier. Et le gendarme va faire une drôle de rencontre. Lui est en voiture. Au moment où il arrive à proximité de la propriété, il voit un homme. Il remarque un individu sortant de la propriété par le portail principal. Je vois une personne sortir de la résidence Tavernier. C'est une personne de 1m75, 25-30 ans et avec des cheveux foncés, bruns. Mais le plus troublant reste à venir. Car si le gendarme n'est pas capable d'identifier formellement l'individu, il en est persuadé. Le jeune homme qu'il a entreaperçu est un collègue. Moi, j'ai vu une personne sortir de cette maison en tenue de gendarme. L'individu sortant, mais porteur d'un polo, il est affirmatif, c'est un polo de gendarme. Dans un premier temps, on est un peu circonspect. Cette tenue qui aurait pu être volée ou achetée, il a fallu procéder des recherches et rapidement aussi, on vérifie si effectivement il y avait eu une visite de gendarme en service tout à fait normal à ce domicile. Et rien. Mais surtout, Sylvain Morin affirme que le gendarme est sorti de chez Madame Tavernier 2 heures seulement avant la découverte de son cadavre. Machinalement, quand je reprends ma route, enfin je regarde devant moi, mes yeux se portent sur la pendule de la voiture qui indique 19h57.
Et c'est vrai que ça fait l'effet d'une bombe parce que les gendarmes, les vrais, sont arrivés à 22h15 sur la scène de crime. Donc, mais on peut quand même se poser la question de savoir ce que ce gendarme faisait là, ce jour-là, à 19h57, au domicile de Madame Tavernier. Pour nous, l'individu sortant avec ce polo est très vraisemblablement en lien avec le meurtre. Pour Sylvain Morin et l'adjudant-chef Renaud, le coup est rude. Difficile d'admettre que l'auteur de ce crime atroce puisse être un des leurs. Le fait qu'un gendarme puisse être impliqué dans ce crime met quand même mal à l'aise l'institution. Tuer une personne, c'est grave, quoi. On se dit que, voilà, si vraiment c'est un collègue, la tenue a été salie. Il était possible qu'on ait croisé cet individu au cours de notre travail, ou que même les collègues de Barbezieux étaient amenés à le connaître. On y pense, mais c'est pas, comment dire, il n'y a pas une barrière à quoi que ce soit, qu'il soit collègue ou pas, peu importe, la question n'est pas là. Nous, on cherche l'auteur d'un crime, et qui est un crime particulièrement violent. Trouver le meurtrier qui se cache sous un uniforme, c'est dorénavant l'obsession des enquêteurs. Nous procédons des recherches sur les gendarmes en activité. Tous ceux ayant quitté la gendarmerie, donc les gendarmes adjoints, qui ont été en fin de contrat. Ils vont chercher sur l'ex-région Poitou-Charentes à l'époque, sur l'Aquitaine, mais ils vont monter également jusqu'au Pays de la Loire. Ça représente des milliers de suspects. Bref, on a à peu près 3000 noms. On a 3000 personnes pouvant correspondre à ce profil. 3000 suspects pour un crime, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pourtant, après 2 mois d'enquête au sein de leur propre famille, les gendarmes ne vont pas tarder à dénicher le mouton noir. Les gendarmes font un travail méticuleux à ce moment-là. Ils retrouvent tous les fichiers des gendarmes d'active, les fichiers des gendarmes de réserve, et donc ils essaient de faire des recoupements et de voir quelle est la personne qui pourrait être inquiétée dans le cadre de cette affaire. L'essentiel, c'est d'avoir la liste. Puis après, on raye au fur et à mesure parce que l'emploi du temps, parce que l'autre est en vacances, parce qu'il est en arrêt maladie, parce qu'il était en mission et avec évidemment tout un tas d'activités qui vont avec. Et à l'arrivée de cet épurage, il leur reste un suspect. On tombe sur Mathieu Bélens. Le suspect numéro 1 est un ancien gendarme de 27 ans. Mathieu Bélens, en 2012, il était gendarme adjoint volontaire depuis 5 ans à Baignes, une brigade territoriale à proximité de Barbezieux. Son contrat a pris fin une quinzaine de jours avant le décès de Madame Tavernier. Mathieu Bélens a le profil de l'individu décrit par Sylvain Morin. Il a la taille, physiquement ça correspond, il est dans mon créneau. Et puis les enquêteurs vont faire une découverte incroyable. Mathieu Bélens connaissait la victime. De tous ceux de cet immense panel que l'on a peu à peu éliminé, il est le seul à avoir pu avoir connaissance et avoir rencontré Madame Tavernier de son vivant et avant les faits. Ça ne peut qu'interroger. Mathieu Bélens a été en contact avec Madame Tavernier en 2008. Suite à un cambriolage survenu au domicile de Madame Tavernier. Lorsqu'elle a constaté ce cambriolage, elle avait appelé la gendarmerie et il se trouve que parmi les effectifs sur place présents, il y avait Mathieu Bélens. Les gendarmes pensent tenir le meurtrier de Claude Tavernier. Mais ils vont rapidement déchanter. Car à entendre ses anciens collègues et amis, le brigadier Bélens est un gendarme modèle. Ces états de service
était irréprochable. C'était une personne très bien perçue. Il a participé à tout type d'intervention. Non, c'est quelqu'un qui se comportait très bien. Il n'y a jamais eu de souci avec Mathieu. Il n'y avait aucune agressivité dans ses faits et gestes parce qu'il était gendarme. Ce qui lui plaisait le plus, c'était l'investigation. Parce que bon, rester debout sur la route à regarder les gens passer et puis mettre des contraventions, c'était pas réellement notre dada. Personne ne l'a jamais vu en colère, pas un mot plus haut que l'autre. Très surprenant. Quand ensuite on met en lien donc ce comportement, ce descriptif, avec l'auteur des faits qui, lui, s'est quand même acharné sur Madame Tavernier. Fils de gendarme, Mathieu Buélins a tout sauf le profil d'un tueur barbare. Cependant, les enquêteurs le convoquent pour avoir des explications. Le 24 août 2012, 2 mois après le drame, Mathieu Buélins est convoqué à la gendarmerie d'Angoulême. Dans leur bureau, les enquêteurs l'attendent de pied ferme. Mais le suspect numéro 1 ne va pas se démonter pour autant. Il est détendu, il n'a pas montré de signes particuliers d'énervement ou de tension. Il se présente calmement, de façon sereine. Confronté aux révélations de Sylvain Morin, l'ancien gendarme va raconter une histoire étonnante. Le récit de cette audition est assez surprenant. Et donc là, Mathieu Buélins marque un temps d'arrêt et dit, bon, effectivement, ce soir-là, je suis allé chez Madame Tavernier. Oui, je suis passé ce jour-là, mais évidemment, j'ai rien à voir avec sa mort. Et il l'affirme haut et fort. Selon Mathieu Buélins, il n'aurait jamais fait de mal à la généreuse grand-mère. Et pour cause, depuis 4 ans, Claude Tavernier serait devenu une amie. Cette femme, je l'ai connue en 2008 lorsqu'elle a été victime d'un cambriolage. Et c'est là qu'on s'est vu pour la première fois et qu'on a sympathisé. Mathieu Buélins, lorsqu'il est venu la première fois chez Madame Tavernier, a discuté avec elle. Voici ce que Buélins affirme aux enquêteurs. Lors du cambriolage, elle avait dit à mon collègue et à moi qu'on pouvait revenir la voir pour prendre un café si on le désirait. Mathieu Buélins, à ce moment-là, déclare que 5 ou 6 fois, il s'est présenté chez Madame Tavernier pour discuter avec elle. Il va même affirmer qu'il l'avait tutoyée et qu'elle le tutoyait. Ils se tutoient, ils se font la bise. Elle était gentille. Je me suis attaché à elle. Je parlais avec elle du décès de ma mère. Elle m'écoutait et me réconfortait. Mathieu Buélins, qui a perdu sa maman en 2003, voit en Madame Tavernier à la fois une confidente et à la fois peut-être un lien maternel qu'il n'avait plus depuis la disparition de sa maman. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode dédié à l'affaire Mathieu Buélins. Dans la seconde partie, vous allez découvrir que l'enquête va connaître d'étonnants coups de théâtre. Les grandes évasions. Mohamed Amra, Redouane Faïd, Antonio Ferrara, Jacques Mérine, avec le service police-justice de RTL, plongé dans les récits de ces évasions spectaculaires qui ont ébranlé les systèmes judiciaires. Les grandes évasions, un podcast à retrouver à tout moment sur le site et l'application de RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Mathieu Buélins, vous allez voir que l'enquête va connaître d'étonnants coups de théâtre. Avec moi, vous entendrez les voix d'Anne et Martial, les enfants de Claude Tavernier, ainsi que celles des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Les gendarmes découvrent que Mathieu Buélins a vécu un drame qui a brisé son adolescence. Le grand drame de la vie de Mathieu Buélins est la mort de sa maman en 2003. À l'époque, le papa est affecté à une brigade de gendarmerie de La Réunion. La maman de Mathieu Buélins est malade, elle est atteinte d'un cancer. La maman choisit d'aller se faire soigner en métropole.
et ne dit pas véritablement à ses 3 enfants sa maladie. Un mois plus tard, ils apprennent qu'elle est décédée. C'est un choc absolu. Mathieu Buelens ne va apprendre la maladie de sa mère qu'au décès de cette dernière. Donc il a absolument pas eu le temps de s'organiser, de lui dire au revoir. Il a jamais pensé d'ailleurs qu'elle quitterait cette terre aussi rapidement. Et ça, c'est une terrible injustice pour ce jeune homme. Il avait à peine 18 ans lorsque sa mère meurt à l'âge de 39 ans. Alors, le soir du crime, l'orphelin raconte qu'il a naturellement rendu visite à celle qu'il considérait comme sa seconde maman. Donc il déclare s'être présenté à Barbezieux, effectivement d'être allé voir Madame Tavernier pour discuter un petit peu, 30 minutes. D'être porteur de son polo gendarmerie pour être sûr que Madame Tavernier le reconnaisse bien. Et qu'à l'issue de cette discussion, cet entretien avec Madame Tavernier, il décide qu'il la quitte en bon terme. Et quand il part, elle est vivante. La version livrée par Mathieu Buelens a de quoi laisser perplexe. Mais à la grande surprise des enquêteurs, la suite des investigations va la conforter. Sylvain Morin déclare voir ce jeune homme sortir précisément à 19h57, puisqu'il aura un souvenir très précis. Les gendarmes apprennent que, aux alentours de 20h15, Claude Tavernier était au téléphone avec un de ses gendres. Donc effectivement, lorsque cet individu sort, porteur du polo gendarmerie, sort de la propriété, Madame Tavernier est bien vivante, puisqu'elle téléphonera par la suite. Mathieu Buelens, il explique sa présence, et lorsqu'il sort à 19h57, elle est toujours vivante. Donc là, ils ont un problème, les gendarmes. Pour l'instant, la thèse de Mathieu Buelens semble inattaquable. Alors l'ancien gendarme serait-il victime d'un malheureux concours de circonstances? Ou est-il un manipulateur hors norme? Les enquêteurs, eux, en sont persuadés. Mathieu Buelens tente de les balader, comme ils disent. Quelque chose ne va pas, ça colle pas. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose à expliquer, il y a un lien avec les faits, il faut aller plus loin. Et en interrogeant les proches de la victime, ils vont avoir la preuve que le gendarme a menti. Il y a un truc qui cloche dans l'explication de Mathieu Buelens. Les gendarmes savent par les proches que Madame Tavernier n'est pas du genre à tutoyer quelqu'un et encore moins à faire la bise à quelqu'un. Maman ne tutoie pas facilement. Nous, ces 5 enfants, nous la vous voyons. Elle vous voit, c'est tout petits enfants. Les nourrissons, elle les vous voit. Mais on va pas lui taper sur l'épaule en disant « Claude, ça va bien ?» Personne s'aventurera à faire ça. Et puis il y a autre chose. Pendant 4 ans, Claude Tavernier n'a jamais évoqué à quiconque son amitié avec le gendarme. Ma mère ne m'a jamais parlé d'éventuelles visites d'un gendarme avec qui elle aurait pu sympathiser entre 2008 et 2012. Jamais. Madame Tavernier ne m'a jamais parlé d'un gendarme qui lui rendait visite. Ça, jamais. Nous, on n'a aucune trace du passage de Mathieu Buelens ou de relation entre Mathieu Buelens et Claude Tavernier en 4 ans. Mathieu Buelens aurait donc tout inventé. Et cela ne serait pas son seul mensonge. Souvenez-vous, en juin 2008, lors du cambriolage du domicile de Madame Tavernier, 3 collègues se rendent chez elle. Bien sûr, nous avons interrogé donc les collègues qui sont intervenus avec Mathieu Buelens chez Madame Tavernier ce jour-là, en juin 2008. Le gendarme volontaire Jérémy Besson était l'un d'entre eux. Et son témoignage va démolir la belle histoire racontée par le suspect. Durant ces constatations, on débarque tous les 3 avec Mathieu et notre supérieur. Chacun a son rôle. Avec Mathieu, on part dans la maison, on fait nos constatations, mais j'ai pas le souvenir qu'on rentre à un moment ou à un autre en contact avec Madame Tavernier, puisque c'est le rôle de notre chef. Elle parle au plus gradé.
Et elle ne calcule pas Mathieu Buelens. Pas l'impression d'avoir, dans mes souvenirs, ce souvenir-là que Madame Tavernier nous ait dit de revenir passer la voir quand on veut. Pour moi, non. Il n'y a pas de relation particulière, en tout cas ce jour-là, rien ne s'est noué particulièrement entre Madame Tavernier et puis Mathieu Buelens. Ces déclarations-là de Mathieu Buelens pour tenter d'expliquer ou justifier une relation antérieure avec Madame Tavernier, ça ne tient pas. Et ce n'est pas tout. En étudiant la téléphonie de Mathieu Buelens le jour du crime, les enquêteurs vont faire une découverte accablante. Il a coupé son portable à partir de 14h le 26 juin 2012 pour ne le rouvrir que le lendemain matin en fin de matinée vers 11h30 midi. Pendant 24 heures, son téléphone n'est pas en activité, ce qui est inhabituel. On peut imaginer que Mathieu Buelens a coupé son téléphone pour ne pas être géolocalisable. Un suspect sur le lieu du crime. Une relation amicale inventée de toutes pièces. Un portable coupé le jour du meurtre. Et une preuve irréfutable, car l'ADN découvert sous les ongles de la victime va enfin parler. Les éléments ADN corroborent le fait que Mathieu Buelens est bien l'auteur des faits. Mathieu Buelens est aussitôt placé en garde à vue. Et cette fois-ci, les gendarmes ont face à eux un homme fébrile, qui n'emmène pas large. On l'interroge sur ses incohérences, sur ses contradictions. Mathieu Buelens est tendu et sanglotant. Quelqu'un qui... On sent qu'il y a des choses à dire. On sent bien que voilà, il y a une grosse tension, ça fait remonter beaucoup de choses. Quelque chose ne va pas, quoi. Confronté à ces mensonges, l'ancien gendarme s'effondre. Il me déclare être l'auteur du crime de Madame Tavernier. Donc il me dit d'aller rencontrer Madame Tavernier une première fois, d'être ressorti de cette propriété. Donc ce serait au moment où il ressort de cette première visite qu'il est vu par Sylvain Morin. Sauf qu'il va finir par admettre qu'il est revenu une deuxième fois chez Madame Tavernier et que là, les choses se sont mal passées. Seulement quand il s'agit de raconter précisément son crime effroyable, Mathieu Buelens est soudainement atteint d'amnésie. Lors de la garde à vue, il précise avoir des flashs, avoir des trous noirs. Il y a un flash dont je me souviens. C'est dans la chambre à coucher. Madame Tavernier me regarde, elle crie. J'essaie de lui mettre du scotch sur la bouche. Puis je lui ai donné un coup de couteau au niveau de la gorge. Il reconnaît avoir donné et asséné un premier coup de couteau. En revanche, il ne se souvient absolument pas du reste, alors que l'on sait qu'il a asséné pas moins de 42 coups de couteau sur Madame Tavernier. Il a des souvenirs très partiels et très sélectifs de ce qui s'est passé. Dès qu'il s'agit de rentrer dans le passage à l'acte, dans la transgression, il évoque des flashs. Quant à son mobile, Mathieu Buelens l'a tout simplement et purement oublié. Il n'a absolument aucune explication sur les raisons qui l'ont amené à donner ce premier coup de couteau et naturellement les autres coups de couteau qui ont entraîné la mort de Madame Tavernier. Pourquoi avez-vous fait cela ? Je ne m'en souviens plus. J'y pense depuis 2 mois, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le 26 août 2012, Mathieu Buelens est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire à la prison de Poitiers. Malgré ses maigres aveux, les gendarmes commencent à y voir plus clair. Les éléments donnés par Mathieu Buelens, recoupés avec les constatations qui ont été faites par le médecin légiste, permettent de reconstituer un scénario qui paraît le plus probable. Et ce scénario, nous l'avons reconstitué. Angoulême, le 26 juin 2012. Il est 19h lorsque Mathieu Buelens quitte son domicile
et prend la route en direction de Barbézieux. Mathieu Buelens a un plan dans la tête ce 26 juin 2012. Il a décidé de s'en prendre à la vie de cette vieille dame, Claude Tavernier. Il vient pour la tuer. Et pour commettre son horrible forfait, l'ancien gendarme va utiliser toute son expérience. L'homme va d'abord s'assurer que sa proie est bien chez elle. Il se gare à proximité du domicile de Madame Tavernier. Mathieu Buelens pénètre donc sur cette propriété. Il a conservé l'uniforme, sachant que revêtu de cet uniforme, ça n'attirerait pas l'attention et que c'est une sorte de sésame extraordinaire. C'est-à-dire que personne ne va demander à un homme habillé en gendarme ce qu'il vient faire là. Il voit au fond de la maison Madame Tavernier en train de prendre un plateau repas. Elle est devant sa télévision dans son salon, elle regarde une émission. Par une fenêtre, il va observer la vieille dame et s'apercevoir surtout qu'elle est là et qu'elle est seule. Claude Tavernier est bien là. Le gendarme peut mettre la suite de son plan diabolique à exécution. Il ressort de cette première visite. Il va se changer. Il est désormais en civil. Il a pris un couteau de chasse, en tout cas avec un aspect très contondant. Il a un briquet. Il a également des bouts de scotch qui vont permettre de bâillonner Claude Tavernier afin qu'elle ne crie pas. En cette journée ensoleillée, Claude Tavernier a laissé une porte-fenêtre arrière ouverte. Une aubaine pour le tueur. Pour ce retour au domicile de Claude Tavernier, il ne rentre pas par la façade principale de la maison, mais par l'arrière. Il se précipite sur elle. Il va tenter de la bâillonner avec son rouleau de scotch. Mais Mathieu Buelens a quelque peu sous-estimé la vieille dame. Claude Tavernier est dans un état de panique. Elle le griffe, elle se débat. Elle réussit à lutter. Et même à s'enfuir du salon. Et elle va tenter de se réfugier dans sa chambre. Mais dans sa fuite, la malheureuse grand-mère va se faire rattraper par son agresseur. À ce moment-là, Mathieu Buelens rentre dans la chambre. Mathieu Buelens va lui mettre un bout de scotch sur la bouche. Et il assène des coups mortels à Madame Tavernier. Cette femme est en face de lui, à sa merci. Et là, armé de son couteau, il va procéder à sa mise à mort. Claude Tavernier gît sur son lit dans une mare de sang. L'ancien gendarme va alors simuler un cambriolage qui aurait mal tourné pour qu'on ne remonte jamais jusqu'à lui. Mathieu Buelens sait que Madame Tavernier a subi plusieurs cambriolages. Donc sciemment, il vole des objets, téléviseurs, un pendule en bronze qui se trouvant sur une cheminée. Il dérobe également la carte bancaire de Madame Tavernier. Il choisit de prendre la voiture de Claude Tavernier. Il va rapprocher la voiture de la maison de manière à charger ce qu'il va dérober chez cette vieille dame. Tout semble se dérouler comme le meurtrier l'a prévu. À un détail près, Claude Tavernier n'est pas morte. Claude Tavernier, dans une espèce d'élan de survie absolument incroyable, réussit à sortir de son inconscience et à ramper jusqu'à la porte-fenêtre la plus proche et à sortir dans la cour. Lorsque Mathieu Buelens sort pour placer tous ses objets dans le véhicule, il constate que Madame Tavernier se trouve à l'extérieur. Il reprend son couteau et il va l'achever de plusieurs coups de couteau avant de la rentrer brutalement à l'intérieur de la maison et de la déposer dans la salle à manger.
Buelens va prendre le corps de cette femme, le traîner. C'est une scène effroyable. Avant de partir, Mathieu Buelens va prendre une ultime précaution pour effacer toutes les traces de son passage. Il décide de mettre le feu, meilleur moyen de détruire toute preuve accablante. Il va trouver dans la maison un certain nombre de bougies, 8 au total, qu'il va éparpiller un petit peu partout dans la maison, au bas des rideaux, au pied du lit, enfin là où il y a des matières inflammables. Il prend la voiture de Claude Tavernier et s'enfuit. Il est environ 21h lorsque Mathieu Buelens quitte le domicile de sa victime. Pour parachever son crime, il ne reste plus qu'à se débarrasser de son butin. Et là encore, il a pensé à tout. Il va jeter le téléviseur en contrebas d'une chaussée. Il va jeter la carte bancaire à proximité de l'aire de stationnement des gens du voyage. Il va ensuite brûler la voiture du côté du camp des gens du voyage. Lui sait très bien, ayant passé 5 ans sur le secteur de Barbezieux, que plusieurs membres peuvent être appliqués parfois dans des vols divers. Tout est bien organisé, tout est bien fait pour nous envoyer sur de mauvaises pistes. Et là, il rentre à pied, il reparcourt les 4 km dans le sens inverse et il va récupérer sa voiture personnelle qu'il avait laissée donc sur le parking situé derrière la maison et il rentre chez lui donc à Angoulême qui est à environ 35 km de Barbezieux. Mathieu Buelens se rend chez lui et reprend une vie normale, comme si de rien n'était. L'ancien gendarme Buelens vient de réaliser un travail de professionnel du crime. Et il est persuadé d'être insoupçonnable. Une telle scène de crime, on se dit c'est pas possible. C'est quelque chose qui est hors norme, qui est incroyable, incroyable. Il a maquillé la scène du crime. Il a fait ses départs de feu, il a mis le feu dans cette voiture. C'est un crime parfait. Si son plan savamment orchestré paraît sans faille, il y a quand même une chose que l'homme n'avait pas prévue. Ce soir-là, il va être vu par un collègue. Si Sylvain Morin, finalement, ne passe pas par là à 19h57 parce qu'il a oublié un trousseau de clés, Mathieu Buelens n'aurait peut-être jamais été confondu. L'enquête aurait été bien plus difficile à résoudre sans ce témoignage capital. Reste une énigme dans cette affaire. Pourquoi Mathieu Buelens s'est-il déchaîné sur Claude Tavernier? Pendant toute l'instruction, Mathieu Buelens ne va rien lâcher sur le mobile de ce crime atroce. Après son interpellation, donc l'enquête se poursuit, s'est poursuivie encore pendant presque 2 ans. Il ne s'est pas expliqué. Mais pour les enquêteurs, il y a une explication probable. Après le décès tragique de sa mère, Mathieu Buelens serait devenu très secret et surtout complètement obsédé par la mort. C'est quelqu'un qui est assez introverti, il parle pas beaucoup de lui. C'est quelqu'un qui côtoie le milieu un peu gothique. Il est habillé tout en noir, c'est simple. C'est à l'âge de 21 ans que le jeune homme décide d'enfiler un autre costume, celui de gendarme. Mais cela ne va pas se passer comme il l'imagine. Il passe à 2 reprises le concours de sous-officier de la gendarmerie. Là, il échoue. Et donc, du coup, la seule porte de sortie, c'est gendarme auxiliaire volontaire. On est sur des contrats qui sont de courte durée. En juin 2012, du coup, le contrat de Mathieu se termine en gendarmerie. On est entre guillemets mis à la porte. Il va être rayé des cadres. Et là, il prend ça, mais vraiment comme un coup de poing dans la figure. C'est-à-dire que c'est une humiliation. Un coup dur pour le jeune homme, car il avait une raison très personnelle de vouloir réussir à tout prix dans cette voie. Ce qui l'a fait s'orienter prioritairement vers la gendarmerie, c'est le souhait de sa mère. Les derniers mots de sa maman auraient été « Tu seras gendarme, mon fils ».
Pour la rendre fière, il fallait qu'il soit gendarme. Son père était gendarme, je pense qu'il se voyait en tant que gendarme. Il a l'impression de décevoir sa mère morte. Il n'est pas capable de tenir sa parole. Et ça va bousculer son intérieur de façon absolument incroyable. Seul, face à son échec, le gendarme déchu aurait nourri une extrême jalousie à l'encontre de Claude Tavernier, qui, elle, avait trouvé sa place dans ce milieu. Il y a un lien qui unit la famille Buelens à la famille Tavernier. Mathieu Buelens était gendarme adjoint. Et du côté de la famille Tavernier, vous avez bon nombre d'enfants, dont un colonel, dont un général, qui donc sont militaires. Au moment où il fait ses constatations, il découvre avec envie le milieu familial de cette femme. C'est ce qu'il aurait voulu être et c'est ce qu'il aurait voulu vivre. Seulement lors de son intervention chez Claude Tavernier, en juin 2008, le jeune homme aurait été blessé par l'attitude distante de la vieille dame. Elle ne le calcule même pas. Elle discute avec le gradé, et ça, il va en garder une sorte de rancune, une rancune éternelle, qui va probablement être une partie de sa motivation dans son acte criminel. Bordeaux, le 15 mai 2017. Dans l'impressionnante cour d'assises de la Gironde, s'ouvre le procès en appel de Mathieu Buelens. Condamné à 30 ans de prison lors de son premier procès, l'homme plaide coupable, mais il prétend n'avoir jamais préparé son acte. Il a toujours, et jusqu'au bout d'ailleurs, nié farouchement toute préméditation. C'est-à-dire qu'il est venu pour discuter, les choses ont dégénéré, et du coup il a tué alors qu'il n'était pas venu pour ça. Debout dans le box, voici ce que clame Mathieu Buelens. J'ai commis un acte horrible, je le reconnais. Mais je ne l'ai pas prémédité. Je ne voulais pas lui faire du mal. Les déclarations de l'accusé sonnent comme un énième mensonge. Durant les débats, les jurés vont découvrir un élément jusqu'ici inconnu du dossier et qui laisse penser que l'accusé n'a peut-être pas pris la pleine mesure du crime qu'il a commis. Après son acte terrible, l'ancien gendarme a voulu se reconvertir dans la police. Une semaine après avoir commis ce crime avec autant d'acharnement, donc Mathieu Buelens va passer des tests pour être agent de police technique et scientifique, donc en fait pour effectuer des relevés d'empreintes et d'ADN. Ça réussit les écrits, ce sont des tests psychotechniques. Si nous ne l'avions pas interpellé, il aurait pu être recruté et servir comme agent de police technique et scientifique au sein des forces de l'ordre. Et ça a glacé, littéralement glacé, tous ceux qui assistaient à ce procès. Mais cela a surtout surpris la famille de Claude Tavernier, venue avec l'espoir d'avoir enfin des explications. Tout le monde souhaite que pendant ce procès, Mathieu Buelens puisse enfin expliquer les raisons de son acte. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se déchaîne comme ça et qu'il la tue de cette manière? Pourquoi? Pourquoi? Seulement Mathieu Buelens va rester emmuré dans son silence. Après 5 jours de procès, les jurés annoncent leur verdict. Mathieu Buelens va être condamné pour assassinat à une peine de 30 ans, dont 20 ans de période de sûreté. La peine est lourde. On est aux confins de la peine la maximale encourue. 30 ans, au-delà de 30 ans, c'est la perpétuité. Pour les enfants de Claude Tavernier, cette lourde sentence a comme un goût amer, car la mort de leur maman restera à tout jamais un mystère. En fait, on n'a absolument rien appris ni sur le fond, ni sur les motivations, rien. Jamais, aucune page ne sera tournée, quoi. Alors oui, les choses vont s'apaiser, les choses vont certainement reprendre un équilibre et vont... Mais Mathieu Buelens est entré dans notre vie ce 26 juin 2012, il ne la quittera plus.
Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Mathieu Buélens. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. La nuit tombait sur une petite ville oubliée par les guides touristiques. Une de ces cités où le temps semble s'être pétrifié dans les façades décrépites, dans les pavés usés par des pas invisibles et dans les murmures monotones du vent qui siffle entre les toits. Mais ce soir d'automne 2010, ce silence fragile fut brutalement fissuré par une découverte qui allait marquer la mémoire collective. Dans un appartement modeste, au 4e étage d'un immeuble banal, on retrouva le corps d'une femme gisant sur le sol, la peau froide, les yeux figés vers le plafond jauni par des années de fumée. Aucune trace de lutte apparente, aucun cri n'avait traversé les murs. Seulement ce silence compact, plus accablant que n'importe quelle détonation. Le voisin du dessous, un vieil insomniaque habitué aux bruits nocturnes, avait alerté la police après avoir perçu une odeur âcre, métallique, qui s'infiltrait par les fissures du plafond. L'odeur du sang, entêtante, persistante, comme une signature invisible de la violence qui s'était jouée là-haut. Les agents arrivèrent en hâte, le bruit de leurs bottes résonnant dans la cage d'escalier comme un glas. Quand la porte fut enfoncée, la scène dévoila un spectacle d'une précision glaciale. Ce n'était pas un accident, ni une simple tragédie domestique. C'était un meurtre, soigneusement orchestré, presque mis en scène, comme si l'auteur avait voulu laisser une œuvre macabre plutôt qu'un simple crime. La victime, une femme de 32 ans, enseignante de littérature au lycée, connue pour sa douceur et son effacement, avait reçu une unique entaille au niveau de la carotide. Pas de coups désordonnés, pas de rage apparente. Une seule incision nette, chirurgicale, exécutée avec une froideur clinique. Sur la table du salon, un livre ouvert, taché de rouge, semblait regarder les enquêteurs comme un témoin muet. Le titre : Crime et châtiment. Ironie cruelle ou message volontaire. L'appartement, étrangement rangé, ne montrait aucun signe d'effraction. Les fenêtres étaient closes de l'intérieur, la serrure intacte. Tout indiquait que la victime connaissait son meurtrier, qu'elle l'avait laissé entrer sans méfiance. Le mystère commençait à se nouer, fil après fil, comme une toile d'araignée invisible. Très vite, l'affaire s'inscrivit dans un climat pesant. La ville, d'ordinaire engourdie, s'éveilla sous le choc. Les voisins décrivaient une femme sans histoire, dévouée à ses élèves, incapable de faire du mal. Alors, pourquoi elle ? Pourquoi ici ? Pourquoi ainsi ? Chaque témoignage semblait renforcer l'énigme plutôt que l'éclaircir. Les policiers fouillèrent chaque recoin, notèrent les moindres détails. Une tasse de café à moitié vide, une bougie consumée jusqu'au bout, un rideau légèrement déplacé. Tout pouvait être indice, tout pouvait être l'heure. Parmi les objets saisis, il y eut ce carnet, trouvé dans un tiroir, banal à première vue. Couverture usée, page jaunie, écriture serrée. Un journal intime. Les enquêteurs l'ouvrirent. Notes quotidiennes, réflexions ordinaires, rien de compromettant. Ils le rangèrent dans une boîte à sceller, comme un élément secondaire. Personne n'imagina alors qu'il contenait la clé de l'affaire. Ce n'est que des années plus tard que son importance éclaterait. Une tache minuscule, incrustée dans une page, presque invisible à l'œil nu, attendait patiemment son heure. La presse s'empara de l'histoire. Les unes parlaient de meurtres énigmatiques, de crimes sans mobile, certains journaux osant évoquer l'ombre d'un tueur en série. Mais rien ne collait. Aucun autre crime similaire, aucun profil inquiétant dans le voisinage. Juste ce trou noir, une femme ordinaire, assassinée d'une manière extraordinaire. Les premiers soupçons se portèrent sur les proches. Un collègue jaloux, un ancien amant rancunier, un voisin obsédé. Les auditions se succédèrent, chacun devenant coupable potentiel aux yeux des autres. Mais aucune preuve tangible. Les empreintes appartenaient à la victime ou à des visiteurs connus. Aucune trace ADN exploitable. Le scalpel utilisé, retrouvé nettoyé dans l'évier, ne portait aucune empreinte, comme si le meurtrier avait pensé à tout, anticipé chaque réaction des enquêteurs. Ce qui glaçait le sang, c'était l'absence totale de mobile. Pas de vol, pas de viol, pas de conflit, juste un acte pur, brut, presque rituel. Les policiers, épuisés, se heurtaient à un mur. Les mois passèrent, la piste se refroidit. La ville, elle, tenta de reprendre son souffle, mais l'ombre du meurtre restait suspendue, comme une menace sourde. Et pendant ce temps,
le journal intime dormait dans une salle d'archives, oubliée, couvert de poussière. Un témoin silencieux, portant en lui une vérité minuscule mais explosive, une trace de sang qui, en 2010, ne pouvait livrer son secret. Mais une décennie plus tard, grâce au progrès de la science, cette tâche allait briser le silence, raviver la douleur et, peut-être, offrir enfin une réponse. Car les crimes ne disparaissent jamais vraiment. Ils se taisent, ils se cachent, mais ils attendent. Ils attendent que quelqu'un rouvre la boîte, gratte la poussière et ose affronter ce que personne n'a voulu voir. Les années s'écoulèrent et l'affaire resta classée parmi les énigmes irrésolues, ces cicatrices ouvertes que la justice garde en silence, faute de preuves, faute de réponses. Dans les dossiers poussiéreux de la brigade criminelle, le nom de la victime demeurait écrit en lettres noires, entouré de notes éparses, de croquis d'appartements, de photographies figées dans un temps qui ne semblait plus appartenir à personne. Pourtant, dans la mémoire collective, ce meurtre continuait de hanter, comme une histoire inachevée qu'on se raconte à voix basse dans les cafés, comme une ombre qui se faufile dans les rêves des habitants. En 2015, un nouveau procureur prit ses fonctions dans la région. Jeune, ambitieux, il voulait faire de cette affaire un symbole, prouver que même les crimes gelés dans le passé pouvaient renaître sous la lumière des technologies modernes. Mais l'enquête s'avéra stérile. Les scellés furent réexaminés, les témoins de nouveau interrogés, sans qu'aucune fissure n'apparaisse. On reparla brièvement du carnet intime, mais rien ne semblait indiquer qu'il cachait autre chose qu'une succession de pensées banales. Alors, le silence retomba, une fois encore. Ce silence dura jusqu'en 2020, lorsque la police scientifique reçut un financement inédit pour réexaminer les affaires non résolues à l'aide de techniques ADN de nouvelle génération. Parmi les cartons archivés, on retrouva le vieux journal intime, conservé avec soin, mais oublié depuis 10 ans. Ce qui paraissait hier insignifiant devint alors une piste précieuse. Les experts, munis de microscopes de dernière génération et de réactifs chimiques hypersensibles, passèrent chaque page au crible. Ce fut une stagiaire, presque par hasard, qui remarqua une petite auréole brunâtre, minuscule, incrustée au bas d'une page consacrée à une réflexion sur la solitude. À l'œil nu, on aurait dit une tache de café ou d'encre. Mais les analyses révélèrent autre chose. Il s'agissait bien de sang humain. Infime, mais suffisant pour une extraction ADN. Les résultats furent comparés aux bases de données nationales. Quelques jours plus tard, un nom apparut, un nom qui allait fissurer la tranquillité de la ville. Celui d'un homme autrefois interrogé, puis relâché faute de preuves. Un voisin, discret, solitaire, passionné de littérature, qui partageait parfois des discussions avec la victime sur les grands romans russes. L'onde de choc fut immédiate. On se souvenait de lui comme d'un homme poli, un peu étrange, toujours un carnet à la main. En 2010, il avait fourni un alibi incertain, mais faute de preuves matérielles, il avait été écarté. Et voilà que, 10 ans plus tard, une trace de sang le reliait directement à la scène du crime. Les enquêteurs, d'abord sceptiques, durent admettre que le hasard n'avait pas sa place ici. Comment son sang avait-il pu se retrouver incrusté dans le journal intime de la victime, à quelques pages seulement des notes qu'elle avait écrites dans les semaines précédant sa mort? L'homme fut convoqué, cette fois non plus comme simple témoin, mais comme suspect principal. Le décor avait changé. Il n'était plus ce voisin effacé, mais un homme usé, marqué par les années, dont le regard fuyait chaque fois qu'on évoquait son passé. Les enquêteurs, aguerris, savaient que le temps joue souvent en faveur de la vérité. Les souvenirs se fissurent, les masques se craquellent, et les silences deviennent insoutenables. Lors des premiers interrogatoires, il nia farouchement. Il affirma n'avoir jamais touché ce carnet, ne pas comprendre comment son sang avait pu s'y trouver. Mais les questions se resserraient autour de lui comme une corde invisible. Pourquoi ses alibis étaient-ils si fragiles? Pourquoi avait-il quitté précipitamment la ville quelques semaines après le meurtre avant d'y revenir des années plus tard comme si de rien n'était? Les enquêteurs explorèrent son passé. Ils découvrirent un homme brillant mais instable, passionné de littérature jusqu'à l'obsession. Dans son appartement, les policiers tombèrent sur des étagères entières consacrées à Dostoïevski, Camus, Kafka. Chaque livre annoté, chaque passage souligné, comme si la frontière entre fiction et réalité s'était brouillée dans son esprit. Certains extraits parlaient du meurtre comme d'un acte philosophique, une expérience ultime de liberté. Des notes marginales révélaient une fascination pour les crimes parfaits, ceux qui défient la morale et la justice. Peu à peu, un profil inquiétant se dessinait, celui d'un homme qui, derrière une façade banale, dissimulait une obsession macabre.
Mais cela suffisait-il à le condamner? Non. La justice exige des preuves irréfutables. Et cette preuve, les enquêteurs l'avaient désormais. La tache de sang, scellée dans les pages jaunies du journal intime. Pourtant, l'affaire restait fragile. La défense, anticipant déjà un procès médiatisé, affirmait que cette trace pouvait résulter d'un accident, d'une coupure bénigne lors d'une visite innocente. Rien ne prouvait que le sang ait été déposé le soir du crime. L'incertitude persistait. Mais pour la première fois depuis 10 ans, la mécanique judiciaire reprenait vie, haletante, prête à se confronter à l'ombre d'un meurtre resté trop longtemps impuni. Ce fut à ce moment précis que des détails du passé refirent surface. En fouillant les archives, un enquêteur découvrit que la victime avait mentionné, dans une lettre à une amie, ses inquiétudes vis-à-vis d'un voisin étrange, insistant, qui voulait toujours discuter littérature tard le soir. Cette lettre, ignorée en 2010, résonnait désormais comme un avertissement posthume. La voix de la victime, étouffée depuis 10 ans, revenait hanter l'enquête. Et ainsi, l'affaire bascula. Le carnet intime n'était plus un simple objet d'archive. Il devenait la pièce maîtresse, l'artefact où science, mémoire et justice se rejoignaient. Une relique tachée de sang qui refusait d'être oubliée. Dans les rues de la ville, l'histoire ressuscita. Les cafés bruissaient de rumeurs. Les journaux locaux titraient à nouveau sur « Le meurtre énigmatique enfin relancé ». Les habitants, partagés entre soulagement et effroi, comprenaient que le monstre n'était pas une légende lointaine, mais un visage familier, croisé jadis sur le pas de la porte, au détour d'une rue, dans le silence banal d'un immeuble gris. Car c'est souvent ainsi que naît l'horreur, derrière des murs ordinaires, dans le regard discret d'un voisin dont on n'a jamais soupçonné la noirceur. L'interrogatoire se poursuivait dans une salle sans fenêtre, éclairée par un néon blafard qui grésillait par intermittence, comme si même l'électricité hésitait à affronter la vérité. Face aux enquêteurs, l'homme demeurait immobile, ses mains jointes, son regard oscillant entre arrogance et fragilité. Chaque question semblait glisser sur lui, chaque accusation se heurtait à un mur de dénégation. Mais ce silence obstiné était plus parlant que n'importe quel aveu. Les policiers savaient qu'ils devaient fissurer ce masque. Ils utilisèrent la stratégie de l'érosion, revenir sans cesse sur les mêmes détails, répéter inlassablement les mêmes questions, confronter les contradictions les plus infimes. C'est ainsi qu'un soir, après 12 heures d'audition, une hésitation surgit. Lorsqu'on évoqua la bougie consumée retrouvée dans l'appartement de la victime, le suspect affirma qu'il n'en avait jamais entendu parler. Mais ce détail n'avait jamais été rendu public. Comment pouvait-il le savoir? Cette erreur, minime en apparence, résonna comme une fissure dans son récit. Peu à peu, les enquêteurs s'enfonçaient dans les strates de sa psyché. Ils découvrirent un homme qui, derrière une façade polie, cachait une obsession maladive pour le contrôle, pour la mise en scène de sa propre vie comme s'il s'agissait d'un roman. Ses carnets personnels, saisis lors des perquisitions, confirmaient cette dérive. Chaque journée était décrite avec une minutie quasi maniaque, chaque rencontre analysée, chaque émotion disséquée. On aurait dit le journal d'un personnage littéraire plus que celui d'un être humain, et toujours revenait une idée fixe. La frontière entre la fiction et la réalité n'existait pas vraiment. Dans ses notes, il citait Dostoïevski, évoquant Raskolnikov comme un modèle de réflexion sur le meurtre et la culpabilité. Il parlait du crime non pas comme d'un acte condamnable, mais comme d'une expérience, une possibilité, une libération. Ses écrits, lus à haute voix par les enquêteurs, dressaient un portrait inquiétant. Pourtant, l'homme continuait de nier. Il affirmait que ses écrits n'étaient que des exercices littéraires, que sa passion pour la littérature criminelle n'était qu'une obsession intellectuelle. Mais dans les marges de ses cahiers, des dessins apparaissaient, silhouettes féminines, couteaux, gouttes de sang stylisées, des obsessions graphiques qui donnaient une matérialité troublante à ses fantasmes. Dans le quartier, les souvenirs affluaient. Des voisins se rappelaient ses longues promenades nocturnes, son habitude de s'arrêter devant les fenêtres éclairées pour observer la vie des autres, comme un spectateur silencieux. Une ancienne collègue affirma qu'il avait une fascination particulière pour les femmes seules, qu'il cherchait toujours à entamer des discussions tardives, souvent oppressantes. Ces témoignages, ignorés ou minimisés en 2010, prenaient désormais un relief nouveau, comme si la mémoire collective s'éveillait après un long sommeil. Pendant ce temps, les experts poursuivaient leurs analyses. Ils comparèrent la tache de sang du carnet avec d'autres prélèvements effectués chez le suspect. La correspondance génétique était absolue. Aucune marge d'erreur. Mais la défense persistait.
Cette trace pouvait dater d'une simple coupure accidentelle, bien avant le crime. Il fallait donc trouver davantage, quelque chose d'irréfutable. Alors les enquêteurs retournèrent dans l'appartement de la victime, aujourd'hui occupé par de nouveaux locataires. Les murs avaient été repeints, les meubles remplacés, mais les recoins oubliés recèlent parfois des secrets insoupçonnés. Dans une plinthe mal fixée, un technicien retrouva un minuscule fragment de tissu, imprégné de sang séché. Les analyses révélèrent qu'il appartenait à la victime et portait également des traces ADN du suspect. Ce fut comme une pièce supplémentaire dans un puzzle longtemps inachevé. L'accusation se renforçait, mais quelque chose continuait de hanter l'enquête. Le mobile, pourquoi avait-il tué? Qu'espérait-il prouver? Était-ce un crime passionnel, une pulsion incontrôlable, ou bien un geste réfléchi, presque philosophique? Les policiers savaient que cette réponse conditionnerait la perception du procès à venir. Car la société ne juge pas seulement des actes, elle juge aussi les intentions. C'est alors qu'ils découvrirent une série de lettres non envoyées, retrouvées dans une boîte en métal cachée au fond de son armoire. Dans ces lettres, jamais postées, il écrivait à la victime comme à une confidente imaginaire. Il y parlait de sa solitude, de son incompréhension face au monde, de son besoin de trouver quelqu'un qui partage sa vision. Certaines phrases glacèrent les enquêteurs. « Tu es la seule à comprendre la beauté du silence, et c'est pourquoi tu m'appartiens déjà, avant même de le savoir. » Ces mots faisaient écho à la mise en scène du crime, à ce geste chirurgical, dépourvu de rage, mais chargé d'une volonté de possession absolue. L'image d'un meurtre passionnel s'effaçait pour laisser place à quelque chose de plus sombre, un acte de domination totale, pensé comme une œuvre, presque comme une conclusion logique d'une obsession grandissante. Dans la ville, la peur renaissait. Les habitants se souvenaient de ce voisin effacé et se demandaient combien de fois ils avaient frôlé le danger sans le savoir. Les élèves de la victime, désormais adultes, revinrent déposer des fleurs devant l'immeuble, comme pour réaffirmer que sa mémoire ne pouvait être effacée par l'ombre de son bourreau. Et pourtant, une question persistait, obsédante. Pourquoi le carnet intime? Pourquoi cette trace de sang laissée comme un fil d'Ariane, comme si le meurtrier voulait que la vérité finisse par éclater? Était-ce une erreur, une négligence, ou bien une ultime provocation, destinée à prouver qu'aucun crime n'est parfait? Car derrière chaque meurtre, il y a une faille. Une poussière, une goutte, un mot écrit trop vite. Et dans cette affaire, la faille était devenue cicatrice. Une cicatrice qui, 10 ans plus tard, refusait encore de se refermer. Le jour du procès approchait, et avec lui montait une tension sourde qui envahissait la ville entière. Les journaux titraient déjà sur « le voisin meurtrier », les radios ressassaient chaque détail, et sur les réseaux sociaux s'échafaudaient des théories étranges, où l'affaire devenait une fable moderne, symbole de solitude, de folie et de culpabilité. Dans ce climat électrique, le palais de justice se préparait à accueillir ce qui allait être plus qu'un procès, une mise en scène de la vérité, un théâtre où chaque mot pèserait plus lourd qu'une arme. Lorsque l'accusé apparut dans le box, un silence épais tomba sur la salle. Ses cheveux grisonnants, son visage creusé, son allure fatiguée ne correspondaient pas à l'image d'un monstre sanguinaire. Et c'était là, justement, ce qui troublait. Le contraste entre l'horreur de l'acte et la banalité du visage humain. Les jurés, figés, le regardaient avec une curiosité mêlée de crainte. La victime, absente, pesait sur chaque regard. Son nom, prononcé à voix haute par le juge, résonna comme un rappel cruel. Derrière les dossiers et les arguments, il y avait une vie volée. Le procureur ouvrit l'audience avec des mots tranchants, rappelant les faits, exposant les preuves. La tache de sang, le fragment de tissu, les lettres obsessionnelles, autant de pièces qui formaient une chaîne, imparfaite peut-être, mais solide. Chaque élément était présenté avec une précision chirurgicale, comme si l'on reconstruisait une scène invisible pièce par pièce. Les jurés écoutaient, hypnotisés. L'image qui se dessinait n'était pas celle d'un crime passionnel, mais d'une œuvre sombre, pensée et exécutée par un esprit obsédé par l'idée de posséder l'autre. La défense répliqua avec habileté. L'avocat, vêtu de noir, fit résonner sa voix comme une incantation. Il parla de présomption d'innocence, de preuves fragiles, d'ADN qui pouvaient provenir d'un simple contact banal. Il évoqua la littérature, rappela que les plus grands écrivains avaient flirté avec l'idée du crime sans pour autant le commettre. Et il osa poser une question qui fit frissonner l'Assemblée. N'est-ce pas nous, la société, qui avons enfermé cet homme dans ses obsessions, en l'isolant, en le condamnant à la solitude avant même qu'il ne soit jugé? Ces mots, tranchants,
semèrent un doute. Car un procès n'est pas seulement un affrontement de preuves, c'est aussi un combat d'émotions. Et dans ce combat, la frontière entre justice et pitié, entre vérité et illusion, devient fragile. Puis vinrent les témoignages. Une ancienne élève de la victime prit la parole. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Elle décrivit la douceur de son enseignante, sa passion pour la littérature, sa manière de transformer chaque cours en voyage. Derrière elle, d'autres déposèrent des fleurs, comme pour remplir le vide laissé par son absence. La salle entière sentit la morsure de la perte. Ce n'était plus un dossier abstrait, c'était une vie, une voix, un sourire qu'on ne reverrait jamais. Lorsque ce fut au tour des experts scientifiques de témoigner, la salle reprit son souffle. Les analyses ADN furent détaillées, expliquées, comparées. Les graphiques, les pourcentages, les probabilités étaient irréfutables. Le sang retrouvé dans le carnet provenait bien de l'accusé, et la probabilité d'une erreur était quasi nulle. À cet instant, le visage de l'accusé se crispa. Il détourna les yeux, comme s'il refusait de regarder cette vérité qui le clouait au banc des coupables. Mais ce qui glaça le sang de l'auditoire, ce fut la lecture des lettres retrouvées dans sa boîte en métal. Chaque phrase résonnait comme une confession indirecte, une plongée dans un esprit où la frontière entre amour et possession, entre admiration et destruction, avait disparu. Les jurés écoutaient, certains détournant le regard, d'autres fixant le sol. Dans cette salle, chacun comprit que le crime n'était pas seulement un geste, mais le point culminant d'une obsession nourrie pendant des années. Pourtant, le doute subsistait. L'avocat de la défense, implacable, rappela qu'aucun témoin direct n'avait vu l'accusé entrer ou sortir de l'appartement. Il souligna l'absence de caméra, l'incertitude sur l'heure exacte de la mort, les failles possibles dans la conservation des preuves, et il martela une idée simple. Un doute doit profiter à l'accusé. Ce doute, mince fissure dans l'édifice de l'accusation, devint un abîme où certains jurés se perdaient, car la vérité judiciaire n'est jamais absolue. Elle oscille entre certitude scientifique et conviction intime. Et dans cet équilibre précaire, la moindre hésitation peut tout faire basculer. À l'extérieur du tribunal, la foule attendait. Certains réclamaient justice, d'autres chuchotaient que l'homme n'était peut-être qu'un bouc émissaire. Les caméras braquées sur le palais de justice transformaient chaque sortie en spectacle, chaque silence en énigme. La ville, une fois de plus, vivait au rythme du meurtre, incapable de se libérer de son emprise. À l'intérieur, l'accusé continua de nier, mais sa voix se brisait, ses phrases s'en mêlaient. Par moments, il semblait absent, comme perdu dans un autre monde. Par d'autres, il devenait agressif, jetant sur les jurés un regard qui oscillait entre défi et désespoir. L'image d'un homme double se dessinait, fragile et menaçant, banal et monstrueux. Le procès, dès lors, ne fut plus seulement une quête de vérité. Il devint une méditation sombre sur la nature humaine, sur la frontière entre obsession et folie, entre solitude et violence. Et dans cette méditation, chacun, juré, juge ou simple spectateur, se découvrait face à une question intime. Jusqu'où peut aller l'ombre qui sommeille en nous? Car plus l'affaire avançait, plus il devenait clair que ce meurtre n'était pas seulement l'histoire d'une victime et d'un coupable. C'était le miroir d'une société où l'isolement peut devenir poison, où les obsessions silencieuses finissent par se transformer en gestes irréversibles. Les jours s'enchaînaient dans la salle d'audience comme une pièce de théâtre où chaque acte révélait une nouvelle fissure. L'accusé, enfermé dans le box de verre, oscillait entre mutisme glacé et éclat de colère incontrôlé. Les jurés, de plus en plus épuisés, semblaient vaciller sous le poids d'un récit où la frontière entre preuve et imagination se brouillait sans cesse. Mais au fil des heures, une conviction sourde se dessinait. Quelque chose dans son regard trahissait un gouffre intérieur que personne n'avait su mesurer auparavant. Le procureur, inflexible, poursuivait son travail comme un chirurgien qui découpe patiemment une plaie infectée. Il présenta de nouveaux éléments, les analyses graphologiques des lettres, les comparaisons avec ses carnets personnels, les relevés téléphoniques de la nuit du crime. Chaque pièce s'additionnait, formant une mosaïque implacable. Mais plus la mosaïque prenait forme, plus elle ressemblait à un portrait terrifiant. Celui d'un homme qui avait transformé sa solitude en arme, son obsession en destin. Les experts psychiatres furent appelés à la barre. Leur diagnostic, froid et méthodique, firent l'effet d'une douche glacée. Ils décrivirent un profil borderline, traversé par une paranoïa subtile, un besoin viscéral de contrôler, de posséder, de dominer. Mais surtout,
ils révélèrent que l'accusé ne percevait pas son acte comme un crime. Dans ses propres mots, consignés lors des entretiens, il parlait d'un aboutissement, d'un point culminant de son rapport au monde. Comme si tuer n'avait pas été pour lui une transgression, mais une étape nécessaire, logique, presque inévitable. La salle se glaça. Car ce n'était plus seulement un procès criminel, c'était une plongée dans l'esprit d'un homme qui, à force de confondre la littérature et la vie, avait fini par franchir une ligne invisible. Ces références constantes à Dostoïevski, à Camus, à l'idée de meurtre comme expérience philosophique, résonnaient désormais comme des justifications morbides. Le crime devenait une métaphore incarnée, un passage à l'acte où la victime n'était plus qu'un symbole sacrifié sur l'autel de son obsession. La défense, désespérée, tenta de ramener l'affaire sur un terrain plus humain. L'avocat parla d'une enfance marquée par la solitude, d'une adolescence rongée par l'isolement social. Il décrivit un homme rejeté, enfermé dans ses livres, comme dans une prison volontaire, jusqu'à perdre le sens de la réalité. Peut-on condamner à perpétuité quelqu'un qui n'a jamais eu sa place parmi nous ? Demanda-t-il, sa voix tremblante d'une émotion calculée. Mais derrière ces mots, on sentait poindre une faiblesse. Même lui semblait douter, conscient que les preuves, accumulées comme des pierres, formaient désormais un mur impossible à contourner. Les regards se tournèrent vers les jurés. Eux seuls portaient désormais la responsabilité d'un verdict qui allait marquer la ville, peut-être pour toujours. Certains avaient les yeux rougis par la fatigue, d'autres fixaient obstinément le sol. La pression était telle que chaque respiration semblait résonner comme une détonation. Car décider du sort de cet homme, c'était plus que juger un meurtre, c'était affronter la question du mal, du monstre tapi dans l'ombre des existences ordinaires. Un moment glaçant survint lorsque la présidente du tribunal demanda à l'accusé s'il avait quelque chose à dire. Il se leva lentement, ses mains tremblantes, son visage éclairé par la lueur blafarde des néons. Sa voix, rauque, s'éleva dans un silence absolu. « Je ne suis pas coupable, dit-il. Je n'ai fait que suivre la logique de ce monde. Tout est violence, tout est possession. Elle n'a pas souffert, elle a seulement cessé d'exister. » Ces mots, prononcés sans émotion, résonnèrent comme un écho venu d'un gouffre insondable. Dans la salle, certains frissonnèrent, d'autres détournèrent le regard, incapables d'affronter cette absence totale de remords. À l'extérieur, la foule s'amassait. Des pancartes réclamaient justice, des bougies brûlaient en mémoire de la victime. Les visages se figeaient dans le froid du soir, et chaque murmure résonnait comme une incantation. Car ce procès n'était pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une époque, d'une société où l'isolement, la frustration et l'obsession pouvaient accoucher de monstres insoupçonnés. Les jours passèrent, les plaidoiries s'achevèrent, et le temps du verdict approcha. Dans les couloirs du tribunal, l'air semblait plus lourd, saturé d'attente. Les jurés, enfermés dans leur salle de délibération, pesaient chaque mot, chaque preuve, chaque souvenir. Les heures s'écoulaient comme des siècles, et dehors, la foule retenait son souffle. Quand enfin les portes s'ouvrirent, la tension atteignit son paroxysme. Chacun savait que ce moment déciderait non seulement du destin d'un homme, mais aussi du sens même de cette décennie de silence, de douleur et de questions sans réponse. Le juge demanda aux jurés s'ils avaient trouvé un verdict. Le président du jury se leva, un papier à la main, ses lèvres tremblantes. Dans la salle, le silence était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Le moment ultime approchait, et avec lui l'explosion de vérité que tout le monde redoutait et attendait à la fois. Le président du jury se leva, le papier tremblant entre ses doigts, et dans le silence suspendu de la salle d'audience, sa voix résonna comme une sentence venue du fond des âges. Coupable. Ce mot, simple et tranchant, se propagea comme une onde de choc. Coupable de meurtre avec préméditation. Coupable d'avoir arraché la vie avec une froideur chirurgicale. Coupable d'avoir dissimulé son obsession derrière des façades de banalité. La salle explosa. Certains pleuraient, d'autres applaudirent discrètement, comme pour remercier une justice trop longtemps différée. L'avocat de la défense baissa la tête, conscient que son dernier combat s'était brisé contre la muraille des preuves. Le procureur, lui, resta impassible, comme un soldat qui venait seulement d'accomplir sa mission. Mais le regard des proches de la victime, noyé de larmes, disait tout. Ce verdict n'effaçait rien. Il ne réparait pas l'irréparable, mais il apportait enfin une réponse. L'accusé, enfermé dans le box de verre, resta immobile. Seules ses lèvres remuèrent, formant un sourire étrange, presque imperceptible. Comme s'il acceptait le verdict non pas comme une condamnation, mais comme l'achèvement d'une pièce qu'il avait lui-même écrite.
Lorsque le juge prononça la peine, réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de 22 ans, il ne scilla pas. Son visage demeura figé, tel un masque. Mais la tension ne s'éteignit pas avec le verdict. Car dès que le mot « perpétuité » résonna, l'accusé se leva brusquement, ses mains posées contre la vitre du box. Sa voix éclata, rauque, vibrante, emplissant la salle comme un orage. « Vous croyez avoir gagné » cria-t-il, « mais vous ne comprenez rien. J'ai fait ce que personne n'ose faire. J'ai traversé la frontière. Je suis allé là où vous n'irez jamais. » Ces mots, crachés avec une intensité quasi mystique, glacèrent de l'assistance. Le silence qui suivit n'était plus celui d'une salle de justice, mais celui d'une cathédrale hantée. Les gendarmes le maîtrisèrent, le forcèrent à s'asseoir, mais le mal était fait. Ces paroles résonnaient déjà dans l'esprit des jurés, des journalistes, du public. Car ce qu'il venait de dire révélait la vérité nue. Il ne regrettait rien. Pour lui, ce meurtre n'était pas une erreur, ni une folie, mais une œuvre, une démonstration. Et dans cette absence de remords, dans cette exaltation morbide, résidait le véritable abîme. Le procès s'acheva dans un chaos contenu. La foule dehors accueillit le verdict avec un mélange de soulagement et d'effroi. Les caméras captèrent les visages, les larmes, les poings serrés. Certains criaient « Justice !» D'autres murmuraient que rien ne rendrait la victime à ses proches. Le palais de justice, baigné de projecteurs, ressemblait à une scène de théâtre tragique dont chacun avait été spectateur malgré lui. Mais au-delà du tumulte, une question persistait. Comment un homme ordinaire, un voisin discret, avait-il pu devenir le protagoniste d'un tel cauchemar ? La réponse, peut-être, se trouvait dans ce sourire final, dans cette revendication effroyable. Il ne cherchait pas à fuir sa culpabilité, il cherchait à la graver dans la mémoire collective, comme une signature indélébile. Les semaines qui suivirent furent marquées par un écho étrange. Les journaux continuaient d'écrire. Les documentaires commençaient déjà à s'intéresser à l'affaire. Et dans les rues, les conversations revenaient inlassablement sur lui. Le nom du coupable circulait comme une légende urbaine. Et certains adolescents, fascinés, se prenaient à relire Dostoïevski en cherchant à comprendre son délire. La victime, elle, risquait d'être effacée dans cette fascination morbide. Mais il y eut un geste, simple et puissant, qui empêcha l'oubli. Les anciens élèves de la victime organisèrent une veillée devant le lycée où elle avait enseigné. Des centaines de bougies illuminèrent la nuit, des lettres furent lues à haute voix, des poèmes récités. Ce soir-là, la ville reprit possession de sa mémoire. Le crime n'était plus seulement l'histoire d'un monstre, il redevenait le récit d'une vie volée, d'une lumière éteinte trop tôt. Pourtant, même dans cette lueur fragile, le malaise persistait, car ce procès avait révélé plus qu'un meurtrier. Il avait exposé les failles d'une société qui laisse l'isolement ronger les individus jusqu'à l'obsession. Derrière la condamnation, une vérité plus sombre planait. D'autres comme lui existaient peut-être invisibles, masqués, dissimulant leur gouffre derrière des gestes banals. Et c'est cette pensée, insidieuse, qui continuait de hanter les nuits des habitants. Dans sa cellule, l'homme écrivait. Les gardiens rapportaient qu'il noircissait des pages entières, toujours obsédé par les mêmes thèmes, le silence, la possession, la frontière entre fiction et réalité. Comme si le procès n'avait été qu'un chapitre de plus dans son roman personnel. Mais cette fois, ces mots n'avaient plus de public. Ils s'empilaient dans l'ombre d'une cellule, destinés à pourrir dans l'oubli, loin des regards. Et pourtant, quelque chose dans son attitude inquiétait. Il semblait convaincu que son histoire ne s'arrêterait pas là. Qu'un jour, ses écrits ressortiraient, lus par d'autres, interprétés comme un manifeste. L'idée glaçante d'un héritage du mal commençait à germer. Car le plus terrifiant n'est pas toujours l'acte lui-même, mais la trace qu'il laisse derrière lui, invisible, persistante, capable d'inspirer. Le verdict était tombé, la justice avait parlé. Mais dans l'air de la ville, dans les regards des habitants, flottait encore cette sensation étrange. Ce meurtre, même élucidé, continuait de vivre, comme une blessure qui refuse de cicatriser. Les mois passèrent après le verdict, mais l'affaire continua de hanter la ville comme une ombre impossible à dissiper. Chaque coin de rue semblait porter l'empreinte du drame. Chaque regard croisé rappelait l'existence de ce voisin devenu bourreau. Le tribunal avait condamné l'homme, mais il demeurait présent, invisible, comme une silhouette collée derrière les vitres de la mémoire collective. Dans les cafés, on murmurait encore son nom, parfois avec effroi, parfois avec une fascination malsaine. Certains voyaient en lui la preuve que le mal pouvait se cacher partout, même derrière la porte la plus banale. D'autres, plus troublants,
évoquait sa froideur comme une forme de génie noir, une incarnation moderne de ces criminels littéraires qu'on lit dans les romans sans croire qu'ils puissent exister réellement. La frontière entre la réalité et la fiction semblait s'être brouillée, exactement comme il l'avait toujours souhaité. Pendant ce temps, les proches de la victime tentaient de reconstruire leur vie. Ses parents, vieillissants, participaient à des conférences sur la mémoire des disparus, rappelant que derrière chaque affaire criminelle, il y a des visages, des voix, des vies interrompues. Ces anciens élèves, devenus adultes, portaient encore en eux la trace de son enseignement, et certains choisirent de se tourner vers la littérature ou la justice comme pour prolonger son héritage. Mais malgré leurs efforts, le poids du crime restait là, comme un fardeau silencieux. En prison, le condamné poursuivait son œuvre. Les gardiens rapportaient qu'il écrivait sans relâche, des cahiers entiers remplis de phrases énigmatiques, de réflexions sur la culpabilité et la liberté. Il semblait convaincu que ses écrits survivraient à sa peine, que quelqu'un finirait par les lire, par les publier, par transformer son crime en manifeste. Cette idée glaçait les autorités, conscientes du danger de transformer un meurtrier en figure quasi mythologique. Certaines de ces pages furent saisies, interdites de diffusion, mais l'ombre du texte, comme celle de l'acte, continuait de planer. Un journaliste, obsédé par l'affaire, réussit à obtenir une série d'entretiens avec lui. Ce fut une plongée dans un univers mental dérangeant. L'homme parlait sans remords, décrivant son geste comme une expérience ultime, une façon d'abolir les frontières entre soi et l'autre. Ces phrases, construites avec soin, résonnaient comme celles d'un écrivain maudit. Mais plus on l'écoutait, plus on comprenait qu'il ne cherchait pas à convaincre, il cherchait à contaminer, à semer l'idée que son acte avait une valeur symbolique. Ces entretiens provoquèrent une polémique. Certains crièrent au scandale, refusant qu'on donne la parole à un meurtrier. D'autres, fascinés, lisaient chaque extrait publié comme on lit un texte interdit. La justice tenta de limiter la diffusion, mais il était trop tard. Le ver était dans le fruit. L'accusé, derrière ses barreaux, parvenait encore à projeter son ombre sur le monde extérieur. Et dans ce vacarme médiatique, la mémoire de la victime menaçait une nouvelle fois de s'effacer. On parlait du coupable, de son esprit tortueux, de ses phrases empoisonnées, mais on oubliait la douceur de celle qui n'était plus, sa passion pour l'enseignement, ses rires dans les couloirs du lycée. Alors, une association vit le jour, un collectif d'anciens élèves, de proches, de citoyens décidés à préserver son souvenir. Ils organisèrent des lectures publiques, des rencontres littéraires, des ateliers pour les jeunes. Leur objectif était clair, empêcher que l'histoire ne devienne celle d'un criminel et rappeler que l'essentiel, c'était la vie volée, pas l'ombre qui l'avait détruite. Peu à peu, la ville se transforma en un lieu de mémoire. Chaque année, à la date du meurtre, une veillée aux bougies était organisée devant l'immeuble où tout s'était joué. Les murs, autrefois témoins muets, se couvraient de fleurs et de dessins, et dans cette lumière fragile, on sentait une vérité plus forte que toutes les ténèbres. La mémoire des innocents résiste même face à l'horreur, mais au-delà de l'émotion, l'affaire laissait un sillage plus profond, presque philosophique. Elle interrogeait sur la nature même du mal, sur la capacité de l'homme à se transformer en prédateur sous l'effet de la solitude, de l'obsession, du désir de contrôle. Elle rappelait que la banalité du quotidien peut dissimuler les abîmes les plus sombres et que le vrai danger n'est pas toujours l'étranger menaçant, mais le voisin poli, celui qu'on croise chaque matin sans soupçonner son gouffre intérieur. Certains criminologues comparèrent ce cas à des affaires anciennes, évoquant Jack l'Éventreur, Landru ou encore les figures modernes de tueurs en série obsédés par l'écriture. Chaque fois, la même logique apparaissait, le besoin de transformer le meurtre en récit, d'écrire sa propre légende avec le sang des autres. Le condamné de 2010 s'inscrivait dans cette lignée macabre, rappelant que l'horreur a toujours cherché une voix, une plume, une scène. Et c'est peut-être là le plus grand danger, que la société, fascinée par le spectacle du mal, oublie la fragilité de la vie qu'il détruit. Car au fond, la vraie énigme n'était pas seulement de savoir pourquoi il avait tué. La vraie énigme était de comprendre pourquoi, encore et encore, nous écoutons les monstres plus que les victimes. Pourquoi nous leur offrons une place dans nos récits, dans nos mémoires, dans nos cauchemars. Le procès était terminé, la justice avait parlé, mais la véritable bataille commençait, celle de la mémoire contre l'oubli, de la lumière contre l'ombre. Et cette bataille, personne ne pouvait dire si elle serait gagnée. Les années s'écoulèrent, mais l'affaire, loin de disparaître, s'incrusta dans la mémoire collective comme une cicatrice impossible à effacer. Chaque automne,
Lorsque la date du meurtre approchait, la ville se couvrait d'un voile invisible, une atmosphère plus lourde, des regards plus graves. L'immeuble où tout avait commencé devint presque un lieu de pèlerinage silencieux. Ceux qui passaient devant baissaient instinctivement les yeux, comme si les murs eux-mêmes chuchotaient encore le secret de cette nuit sanglante. En prison, l'homme vieillissait, ses cheveux blanchissaient, son dos se voûtait, mais sa main continuait de tracer, sur des carnets jaunis, les mêmes phrases obsessionnelles. Les gardiens parlaient d'un rituel. Chaque matin, il écrivait une page entière, comme pour repousser l'oubli. Ses écrits n'étaient pas autorisés à sortir, mais il semblait convaincu que, d'une façon ou d'une autre, ils trouveraient un jour leur chemin vers l'extérieur. Dans ses yeux, brillait toujours cette flamme inquiétante, celle de quelqu'un qui ne cherche pas la rédemption, mais la postérité. Pourtant, au fil du temps, le monde autour de lui changeait. La mémoire de la victime, grâce à l'association créée par ses proches, reprenait de la force. Des bourses scolaires portaient son nom, des conférences étaient organisées en sa mémoire. Les jeunes générations, qui n'avaient pas connu l'affaire directement, découvraient son histoire sous un autre angle. Non pas comme l'ombre d'un crime, mais comme la lumière d'une vie interrompue trop tôt. Cette victoire fragile, arrachée à la noirceur, témoignait d'une résistance silencieuse, celle de la mémoire contre l'oubli. Mais le spectre du criminel restait présent, comme une ombre accrochée à chaque mot, à chaque récit. Les criminologues continuaient de citer son cas comme un exemple d'obsession transformée en passage à l'acte. Les étudiants en droit discutaient de son procès comme d'une pièce de jurisprudence. Les écrivains eux-mêmes s'inspiraient parfois de cette figure trouble oscillant entre banalité et monstruosité. Et c'est là que résidait le danger, que sa légende finisse par dévorer celle de sa victime. Un soir, un ancien journaliste, celui-là même qui l'avait interviewé des années plus tôt, déclara dans une conférence « Ce qu'il voulait, ce n'était pas tuer. Ce qu'il voulait, c'était exister à travers le meurtre. Il voulait que son acte devienne une histoire, et nous lui avons donné ce pouvoir en le racontant encore et encore. » Ces mots résonnèrent comme un aveu collectif, une culpabilité partagée. Car en parlant de lui, en l'analysant, en le disséquant, la société avait aussi participé à la construction de son mythe. Et pourtant, comment faire autrement? Comment ignorer un crime aussi glaçant? Comment ne pas chercher à comprendre, à analyser, à prévenir? Ce paradoxe, insoluble, restait suspendu comme une énigme morale. Le mal fascine autant qu'il effraie, et c'est dans cette fascination que se cache peut-être notre plus grande vulnérabilité. Un soir d'hiver, 10 ans après le verdict, un gardien trouva l'homme inanimé dans sa cellule. Crise cardiaque, dirent les médecins. Sa mort passa presque inaperçue, éclipsée par d'autres actualités. Mais quelques semaines plus tard, une découverte glaça à nouveau le sang. Sous son matelas, on retrouva un dernier carnet. Sur la dernière page, une phrase unique, écrite d'une main tremblante. « Vous m'avez condamné, mais c'est moi qui ai écrit la fin. » Ce carnet fut saisi, placé sous scellé, interdit de diffusion. Mais l'existence de cette phrase, divulguée par une fuite anonyme, fit le tour de la presse. Certains y virent la preuve de son orgueil intact jusqu'au dernier souffle. D'autres y lurent une menace, l'idée que, même mort, il voulait encore contrôler le récit. Et dans les nuits glacées de la ville, beaucoup avouaient avoir rêvé de lui, comme si son ombre refusait de quitter les mémoires. Face à ce retour posthume, l'association des proches réagit avec fermeté. Elle organisa une grande cérémonie, non pas pour lui, mais pour rappeler qui était la véritable protagoniste de cette histoire. La femme disparue, l'enseignante passionnée, l'amie fidèle. Son nom fut gravé sur une plaque commémorative apposée devant son ancien appartement. Et ce jour-là, des centaines de personnes se réunirent, bougies à la main, récitant ses poèmes préférés. La lumière des flammes vacillantes sembla enfin repousser l'ombre. Pourtant, chacun repartit avec un frisson. Le meurtre, bien qu'élucidé, laissait une empreinte qui ne s'effacerait jamais complètement. Car un crime, surtout lorsqu'il porte la marque de l'énigme et de l'obsession, ne se contente pas d'appartenir au passé. Il infiltre le présent, s'insinue dans les souvenirs, se transforme en avertissement. Et c'est ainsi que se referme cette histoire, dans le mélange troublant de justice rendue et de cicatrices persistantes, de lumière fragile et d'ombre tenace. Le meurtre énigmatique de 2010, finalement élucidé grâce à une simple tache de sang dans un carnet, reste plus qu'un fait divers. Il est devenu une parabole sur la mémoire, sur le pouvoir des récits, sur la frontière mince entre fascination et terreur. Car au fond, la véritable question qui demeure n'est pas de savoir comment il a tué,
mais de savoir pourquoi, encore aujourd'hui, son ombre continue de nous regarder à travers les pages qu'il a laissées, comme si le crime, même puni, n'avait jamais cessé de respirer.